Salut à tous. La draft de NBA 2019 a livré son verdict et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer d'analyser un petit peu les 30 premiers choix, donc le premier tour, dire quelques mots sur le deuxième tour par rapport à des petites informations qu'on peut avoir ici ou là par rapport à certains joueurs. Et c'est parti, tout ça permettra de se projeter à l'avenir encore un petit peu mieux dans nos futures parties, sur Touquet, etc. Donc, first pick, Zion, ok. Je pense que tout le monde a très bien compris. Auparavant, il s'était passé quelques petits trades. Je vais évoquer Mike Conley juste après. Euh, les Phoenix Suns se sont débarrassés du contrat de T.J. Warren, qui est un ailier qui apportait du scoring, très clairement, et qui, manifestement, ne faisait plus réellement partie de leur plan, puisque ça faisait quelques semaines qu'ils essayaient de trouver un client. Mais ce qui est embarrassant dans la manière dont ils le dégagent, hein, c'est qu'ils ont finalement donné un pic aux Indiana Pacers contre de l'argent, donc en fait contre rien. Ils ont donné un pic pour que une équipe accepte de prendre T.J. Warren. Donc c'était quelque chose qui était dans la journée de jeudi 20 juin, qui est déjà quelque chose d'un petit peu surprenant. Ensuite, il y a eu un trade entre la New Orleans et les Atlanta Hawks. On sait très bien que les Pelicans cherchaient à monnayer le pick 4 qui leur était revenu avec le trade d'Anthony Davis. Ils en ont profité donc pour dumper, pour faire absorber du salaire à une autre équipe, en l'occurrence le salaire de Solomon Hill qui se porte à un peu plus de 12 millions environ cette saison, donc faire de la place dans leur cap space. En échange, ils récupèrent 3 picks. Ils récupèrent 8, 17 et 35, et Atlanta, de son côté, peut drafter en 4, ce qui était visiblement leur objectif. On va le voir juste après. Ils avaient une idée derrière la tête, évidemment. Phoenix a également fait une affaire avec Minnesota. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment fait une affaire? On pourra en reparler un petit peu après. En tout cas, ils ont échangé le choix 6 contre le choix 11 et Dario Saric. Pour Saric, c'est pas mal. Pour le choix 11, on pourrait en discuter, à suivre. Donc, récapitulons. Zion, pick 1, on l'a tous compris. On est peut-être sur un joueur générationnel. Souhaitons-le, souhaitons-le. Beaucoup de gens en ont parlé. Je pense pas que ce soit la peine d'en faire des tonnes sur Zion. On va découvrir tout ça. Ja Morant, comme prévu, arrive du côté des Grizzlies. Alors, c'est un formidable passeur, puisqu'il a réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait avant en NCAA, à savoir plus de 10 passes par match. Je crois que ça faisait plus de 25 ans que personne n'avait fait un truc pareil. Donc, formidable qualité naturelle de passeur, gros finisseur type Westbrook, et globalement un déplacement ou une manifestation type dragster à la De'Aaron Fox. En tout cas, assurément une énorme bonne pioche pour les Grizzlies, qui par contre devront s'habituer à ne plus avoir un meneur qui défend comme pouvait le faire Mike Conley, puisque Ja Morant ne semble pas, mais ça peut évoluer, hein, avec les qualités athlétiques, on peut toujours faire mieux en défense, mais ça ne semble pas être un passionné de la défense. Ensuite, oui, donc évocation de Conley qui était parti la veille, ça venait quelque part renforcer l'idée selon laquelle ça allait bien être Morant, donc Conley qui vient gonfler l'équipe du Jazz avec du coup un Big Three qui peut s'avérer intéressant. Ok. Les Knicks ont drafté ensuite R.J. Barrett comme c'était très très largement annoncé, pressenti depuis pas mal de temps avec le pick 3. Donc R.J. Barrett, ça peut vraiment être énormissime. Il va avoir les clés, a priori, euh, de la franchise, et ça peut, finalement, moi, je peux que souhaiter aux Knicks qu'ils aient la patience de laisser R.J. Barrett se développer, parce qu'alors, ça pourrait être intéressant, mais pour ça, il faut savoir attendre quelques années, et on verra si les Knicks vont être patients ou pas. En 4, il y a donc eu un trade et ce sont les Atlanta Hawks qui récupèrent le champion NCAA DeAndre Hunter
un ailier qui va pouvoir en NBA jouer poste 3 et 4. Je vous en avais déjà parlé. Il a des qualités assez innombrables. Je trouve qu'il est globalement sous-évalué par les spécialistes de mock draft, les gens qui suivent tout ça et qui présentaient cette draft 2019 comme une draft assez faible, hormis les 3 premiers, et en disant un petit peu que le deuxième chapeau de joueur, là, Hunter, Reddish, Culver, Garland, Kobe White, c'était finalement interchangeable et pas si indispensable que ça. Il faut croire qu'il y a des équipes qui ont pensé autrement, puisque les Atlanta Hawks ont très très clairement été chercher le choix 4 sciemment, donc ils voulaient vraiment ce DeAndre Hunter. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un super choix. Derrière, les Cavaliers sont allés prendre Darius Garland. Alors ça, c'est quelque chose qui peut prêter un petit peu à discussion, parce que Darius Garland, c'est, allez, très certainement au moment du choix 5, le meilleur, le plus grand talent, le meilleur joueur disponible. Quoique ça puisse un tout petit peu se discuter au niveau du plafond. Mais c'est vrai que ça s'annonce comme vraiment un très 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 bon joueur, scoreur, qui peut exister off-ball, mais on peut quand même aussitôt quand même se poser la question de ok, à Cleveland on a besoin de tout, mais il me semblait tout de même qu'il y avait un meneur qui avait été drafté et dont ils étaient plutôt satisfaits, qui n'avait pas fait une mauvaise saison, c'était Colin Sexton. Euh, Quelle peut être la compatibilité Sexton-Garland? C'est vraiment une question. Moi, par exemple, je pensais plutôt que Cleveland prendrait un ailier, voire à ce stade-là du 5e choix, pourquoi pas un Jarrett Culver. Ben non. Jarrett Culver, il est allé du côté des Minnesota Timberwolves qui ont monté ce trade. Alors, il a une casquette des Suns, mais justement, c'est parce que il y a eu échange et tant que le trade le 6 juillet n'est pas officialisé, évidemment, ce sont les Suns qui ont drafté au nom de Minnesota. Voilà, on connaît l'histoire. C'est toujours la même chose. Donc ça pourrait annoncer une séparation d'avec Andrew Wiggins, parce que commence à y avoir du monde. Il y a Josh Okogie, Jared Culver, Robert Covington, ou bien donc peut-être un départ de Covington s'ils n'arrivent pas à se débarrasser de Wiggins, mais je vois pas l'intérêt de faire partir Covington, honnêtement. Culver, 3&D, avec du ball handling, capable donc de tenir, de monter la balle, etc. C'est un joueur super intéressant. On va bien voir ce que ça donne aussi en NBA, bien évidemment. Après, on arrive à un choix qui, moi, en tant que amateur sympathisant des Bulls, ne m'a pas franchement ravi. J'aurais plutôt été chercher Cameron Reddish, très sincèrement. Les Bulls sont allés chercher Kobe White. Kobe White, c'est un combo guard. C'est un poste 1-2 qui aime beaucoup la balle, qui est capable de créer, bien sûr, et pas de problème. Mais quand on a déjà dans son équipe, finalement, la possibilité de jouer en 5 out, hein, c'est-à-dire on a tout le monde sur le 5 majeur qui est capable de shooter à 3 points. On a Lavin et Markkanen qui notamment ont besoin de prendre beaucoup de shoots. On peut quand même se poser la question de l'opportunité d'aller prendre quelqu'un qui va aussi avoir besoin du ballon, alors que on va me dire ouais mais Chris Dunn est trop souvent blessé, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un problème de blessure jusque-là pour Chris Dunn, mais il faudrait plutôt un meneur gestionnaire, quelqu'un qui va faire jouer les autres. C'est vrai que je suis assez surpris du choix de Kobe White, mais peut-être que les Bulls ont raisonné en termes de talent, et peut-être ont-ils estimé que Reddish était inférieur en talent par rapport à Kobe White. Ensuite, il y a une petite surprise en pick numéro 8, puisque les Pelicans, ayant hérité de ce choix-là, via Atlanta, ont, en fait c'est l'ancien choix des Dallas Mavericks, hein, sont allés prendre Jackson Hayes. Alors Jackson Hayes, c'est un poste 5 qui est capable de faire beaucoup de choses. C'est essentiellement un rim runner, c'est-à-dire que il va de cercle à cercle, il a un gros moteur, il peut défendre. Il y a peut-être un défaut qu'on pourrait lui faire au niveau du rebond, un reproche, pardon. Bon, à voir, à développer. En tout cas, ça arrive dans une équipe jeune. Tout ça va être vraiment très intéressant, les Pelicans, à suivre dès la saison prochaine. Après, on arrive en 9 à quelque chose qui est quand même globalement une grosse surprise, c'est d'avoir choisi Akimura, le japonais, poste
3-4, hein. Peut-être plus 4 que 3, mais bref, c'est à discuter. Hakimura, alors scoreur, certes, mais qui, pour le reste, ne présente pas autant de garanties que ce qu'on aurait pu trouver, je ne sais pas moi, chez un Brandon Clark, si on va sur le même poste, même un PG Washington, hein. C'est tout ce que les spécialistes appellent un reach, c'est-à-dire on a pris un joueur peut-être un peu trop haut par rapport à ce qu'il aurait dû être pris. Pourquoi ne pas avoir trade down du côté des Wizards? Pourquoi ne pas avoir été échanger ce choix neuf pour récupérer autre chose? Et bon, c'est quand même une petite surprise. Après, les Atlanta Hawks qui choisissaient en 10 ne se sont pas fait prier pour aller prendre celui qui restait le plus gros talent disponible à ce moment-là, c'était Cam Reddish, hein, pas besoin de présenter le jeune homme. Il est le 3e Juki du top 10. Gros potentiel. Après, il faudra voir un petit peu comment tout ça s'exprime et se développe. Et on arrive à une deuxième surprise en 11. Cette surprise, c'est Cameron Johnson. Alors ça, c'est plutôt un joueur qui était attendu fin de premier tour, voire même pour certains début de deuxième tour. C'est un shooter, c'est un ailier shooter. C'est quelqu'un que vraiment, les gens n'attendaient pas, quoi. N'attendaient pas à ce moment-là. Il a 23 ans, il vient de North Carolina. C'est surprenant. C'est surprenant de se débarrasser de... Surtout qu'il offre pas beaucoup de garanties en défense. On dirait il y a déjà Bridges, il y a déjà Josh Jackson, il y a éventuellement la resignature potentielle du transfuge là de Washington. Son nom m'échappe, mais vous voyez tous avec ses cheveux un peu dans tous les sens, ça rasta là, euh, qui sera free agent cet été. Bon, à voir, mais se débarrasser de Warren pour prendre Cameron Johnson, c'est quand même un peu chaud. Ok, on passe ensuite aux Charlotte Hornets qui, à mon avis, n'ont pas mal drafté. Ils sont allés prendre un des meilleurs talents disponibles à ce stade-là. PG Washington, poste 4. Un poste 4 bien solide. Un, un joueur qui est assez complet en fait sur le jeu intérieur. Limite jeu à l'ancienne, hein, ce qui est voilà, en décalage un peu avec la NBA actuelle. Il faut pas exclure la possibilité d'un mouvement pour d'autres aussi, mais notamment pour ce PG Washington avant la reprise. On sait qu'il y a un certain temps à attendre avant lequel on peut éventuellement trader. Donc à suivre l'histoire. Ensuite, le Miami Heat qui va chercher un shooter. Peut-être le shooter, en tout cas avec un ou deux autres, le plus reconnu, le plus estimé, un scoreur, Tyler Hero, en 13, c'est un arrière de Kentucky. Bon, très bien. On peut imaginer qu'avec un Eric Spoelstra et l'environnement du Heat, il y ait la culture qu'il faut pour développer le mieux possible ce joueur. Ensuite, Romeo Langford du côté des Boston Celtics. Ça peut être une super bonne affaire. Romeo Langford, c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, qui provoque des fautes, qui n'hésite pas à aller chercher le contact, qui a pas mal d'arsenal, qui a pas mal d'outils à son arsenal, qui a pas mal de possibilités, il est assez complet. Le seul truc qu'on peut dire à ce moment-là, c'est le fit avec un effectif des Boston Celtics qui est déjà assez blindé au niveau des postes 2 et 3. Voilà, c'est le seul petit bémol qu'on peut apporter. Après, ils ont peut-être estimé encore une fois que c'était le plus grand talent, mais pourquoi ne pas être allé prendre, surtout au moment de la non-prolongation de Horford, le trade la veille de Baines, Aaron Baines a été échangé du côté des Suns, avec comme ça plein de doutes. Bon, à mon avis, cette draft-là, elle annonce clairement la volonté des Celtics de recruter un gros pivot. Je ne sais pas si ce sera lui, mais de type DeAndre Jordan à la prochaine Free Agency. Ensuite, enfin, notre petit Français Sekou Doumbouya est choisi en 15. C'est les Pistons qui l'ont choisi. Et ma foi, pour Sekou Doumbouya, c'est très certainement un bon fit parce qu'il va être sans une pression maximale.
est dans une franchise qui essaye de jouer les playoffs, qui est arrivé cette année, mais sans pour autant avoir des attentes monstrueuses. Il devrait pouvoir avoir du temps de jeu parce que sur son poste, il peut jouer 4, mais il peut aussi jouer 3, puisqu'il y a Blake Griffin, on rappelle. Peut vraiment avoir du temps de jeu, Sekou Doumbouya, il peut vraiment avoir un petit moment pour prendre ses marques. Espérons là encore qu'on le mettra dans des bonnes conditions. Après, il y a un choix un peu couillu de la part du Orlando Magic qui va drafter un joueur qui est blessé pour encore très longtemps. Un intérieur assez fort, assez puissant, qui shoot, qui défend très bien. Chuma Okiki. Donc ça pourrait limite venir compléter une raquette sur le long terme. Une raquette Isaac Bamba. Et vous leur mettez Okiki dans la rotation. Ah non, moi je mettrais du coup, ça oblige peut-être à décaler Isaac vraiment pour le coup. Si le joueur tient les promesses, à le décaler vraiment en 3 sur le long terme et à faire peut-être de Okiki le poste 4 voilà, on rappelle qu'il y a Aaron Gordon, mais bon, voilà, nul n'est intransférable. Ensuite, du côté des Pelicans, on est allé chercher un troisième joueur. C'est la 17e, c'est le choix 17 avec Nickel Alexander Walker, cousin de SGA, on le sait tous. C'est quelqu'un qui sait un peu tout faire. Voilà, donc ça peut être une très bonne pioche pour une sortie de banc, voilà, très, très simplement, puisqu'on voit mal prendre la place à l'heure actuelle, en tout cas, d'un Lonzo Ball ou d'un Jrue Holiday sur les postes 1 ou 2, surtout sur le poste 2 a priori, mais il a du ball handling, Alexander Walker, donc c'est un joueur vraiment intéressant. Après, on peut se demander pourquoi les Pelicans, mais c'est parce qu'ils avaient pris Jackson Hayes en 8, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas osés prendre, alors que là, voilà, je vous ai mis un récap des 3 recrues, respectivement 1, 10 et 17 des Pelicans. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher un Goga Bitadze? Ça peut vraiment interpeller. En tout cas, les Pacers ne se sont pas fait prier, même si du coup, on pourra avoir légitimement des doutes sur son utilisation, parce que honnêtement, il y a déjà Miles Turner et Domantas Sabonis sur le poste, et c'est presque dommage pour Bitadze vu son niveau, vu ce qu'il a montré en Europe. C'est dommage pour Bitadze de ne pas avoir, je dirais, le champ libre, quoi, parce que on le voit mal prendre la place d'un Miles Turner. Donc, bon, avoir le rôle, avoir l'évolution des choses. Ok, on passe à un autre Européen dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois via ma partie avec les Spurs, parce que en fait, je l'avais pris, ça fait bien longtemps que je l'ai drafté avec les Spurs aussi, Luka Samanic. Et ma foi, je peux juste vous dire un truc, c'est que le garçon est surprenant. Il est très grand, il peut vraiment jouer au poste d'ailier. 3-4, il peut jouer. Il fait 2m10, il fait 2m10, Samanic, c'est assez monstrueux. Après, il faudra progresser sur tout un tas de plans, notamment peut-être une certaine robustesse. Mais les Spurs, n'est-ce pas, le meilleur endroit ou un des tout meilleurs endroits pour un jeune croate pour arriver comme ça en NBA? Honnêtement, ça peut sentir le super super bon coup. Après, il y a la récupération via les Celtics de Matisse Thybulle. Normalement, les Sixers ils draftaient en 24, mais ils ont monté un petit trade là qui a fait qu'ils ont finalement choisi en numéro 20 et ils ont pris ce joueur qui est quand même très très reconnu pour ses qualités de défense. A priori, un poste 3. Poste 3, Matisse Thybulle. Donc à suivre, gros défenseur, il y en a besoin. Sortir du banc comme ça pour aller loin en playoff. Il y a besoin de ce type de joueur. C'est bien de l'avoir pris. Après, il y a ce qui peut s'avérer être un style total, c'est Brandon Clark. Brandon Clark, il était pour beaucoup, il était l'autre épique.
et il se retrouve choisi en 21 par les Memphis Grizzlies qui ont magouillé un petit quelque chose entre eux et OKC. Ils ont échangé 21-23, ils ont ajusté avec un deuxième tour 2024. Moi je pense que c'est une super excellente méga bonne pioche pour les Grizzlies. À ce moment-là, on pourrait imaginer sur le long terme un Jaren Jackson Jr. qui occupe le poste 5 et un Brandon Clark qui joue en 4 avec ses fondamentaux, avec ses qualités innombrables. Il n'est pas tout jeune, hein. Il n'est pas tout jeune, il est canadien, il a 23 ans. Donc il est déjà beaucoup plus expérimenté que tous les one and done dont on a l'habitude en NBA. Hein. Une année d'université et on passe à la suite. Bon, à suivre. Après, dans le même registre, Grant Williams, encore une fois, un poste 4. Cette fois-ci, ce sont les Celtics qui ont eu la bonne idée d'aller prendre ce joueur-là. Énorme, énorme joueur. Des fondamentaux, quasiment pas de points faibles. Honnêtement, il peut très très vite plaire et prendre du temps de jeu, surtout avec ce qu'on sent actuellement venir, à savoir le départ de Al Horford, ainsi que la non-resignature de Marcus Morris. Hein, ça sent très très fort. La non-resignature de Morris qui voudra beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagnait avant. Donc Grant Williams, choix 22, verrouillé 4 ans. Il n'y a pas meilleure pioche possible pour les Celtics. En tout cas, c'est une super option. C'est une super option. Donc c'était là encore une fois leur choix 22. Hein. Il leur appartenait celui-là. Hein. Ensuite, du côté de OKC qui a échangé avec les Grizzlies, je vous disais juste avant, on est de nouveau sur un poste 4, Darius Bazley. Alors lui, il est vraiment intéressant, mais je le sens moins NBA ready que Brandon Clark ou Grant Williams à suivre. En tout cas, un physique intéressant, une polyvalence relative. Ça va être quelque chose qui va être intéressant à voir évoluer. Après, les Suns ont hérité du choix. En fait, il y a eu échange premier tour des Suns de l'an prochain, un premier tour 2020, un premier tour, j'ai dit, pardon, pas le premier tour, je crois que c'est celui de Milwaukee qui a été envoyé, et en échange, ils ont envoyé les Celtics le choix 24 qu'ils avaient hérité des Sixers, hein, c'est compliqué, plus justement le pivot Baines, l'Australien, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Donc ils en ont profité pour drafter un meneur. On peut très certainement leur donner raison, vu la pénurie. Ty Jerome, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Ça pourrait être tout de suite une très bonne pioche. On va voir, intelligent, propre, fait jouer, pick and roll, vraiment maîtrisé. Ça se regarde tous les jours, ce gars-là. Ensuite, le style pour moi, en tout cas un des gros styles de cette draft, c'est Nasir Little, Portland Trail Blazers qui chope en 25 un 3&D vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Visiblement, pas mal d'équipes ont été refroidies, mais bon, bizarre, hein, bizarre. Pourtant, il y a beaucoup d'énergie, une certaine hyperactivité, mais bon, moi je crois beaucoup au style en la matière. Par contre, sur le choix suivant, celui des Cavs, c'est un peu étonnant. En fait, c'est un très bon shooter, Dylan Windler. Très bon shooter, qui a un bon QI basket, mais bon, il faudra voir tout ça au niveau, par exemple, de la défense. Il y a bien un moment où il faut qu'il y ait des défenseurs dans une équipe et que ce soit, Garland, que ce soit Windler ou on verra juste après Kevin Porter Jr. Il va falloir, bon, je sais pas, ça pose des petites questions. Ensuite, en 27, peut-être un autre style potentiel, c'est Mtiondu Kabengele. Alors celui-là, il atterrit à Brooklyn. Poste 4, mais c'est le neveu de Dikembe Mutombo. C'est énorme. Hein. Ça peut faire vraiment le bonheur des Nets. Hein. Faudra regarder tout ça.
faudra regarder tout ça, puisque, pardon, pas des Nets, il est drafté par les Nets, mais il est refourgué aux Clippers. Voilà, soyons précis. C'est les Clippers qui ont monté un petit trade avec le choix 27 des Nets. Petit commentaire au passage. Les Nets, ils ont décaissé le contrat de Alan Crabb. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ils ont sacrifié le pick 17 à cette occasion-là. Et comme par hasard, ils dégagent le pick 27 parce qu'ils veulent avoir un max de cap space. Voilà, stratégie de ne pas drafter. Comme quoi, visiblement, des fois, on a intérêt à ne pas drafter pour surtout pas alourdir la masse à surtout que les premiers tours, on les paye pendant minimum 2 ans. Après, c'est en option. Les Warriors qui vont nous chercher un joueur qui, bah, écoutez, peut être une option sur le shooting, notamment à longue distance. Bon, très bien. Une forme de sniper, ce Jordan Poole en pick 28. Ok, à suivre. Après, il y a ce qui peut être encore peut-être un style, hein, de nouveau, hein, c'est Keldon Johnson. Hein. Keldon Johnson, poste 3 a priori. On peut faire confiance à Popovic pour nous transformer ça en un super gros joueur. En tout cas, moi j'y crois dur comme fer. De toute façon, dès que les Spurs draftent comme ça, vers la fin des choix 20 vers là, euh, fin du premier tour, on peut toujours s'attendre à quelque chose, franchement. Ok, et pour terminer le premier tour, il y a les Cleveland Cavaliers, en fait, qui ont fait un truc incroyable. Ils ont sacrifié 4 deuxièmes tours de draft. Ils ont aussi envoyé de l'argent pour drafter en 30 Kevin Porter Jr. Et donc, ils le payent cher hein, quand même. Hein. 4 premiers tours pour un choix de 30. 4 deuxièmes tours, pardon, pour un choix 30. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, il faut vraiment qu'ils le veuillent. Ça, c'était le choix de Milwaukee à la base. Il était parti à Détroit et finalement, c'est Cleveland qui va récupérer le joueur. Après, au niveau du deuxième tour, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner? On pourrait mentionner un Claxton, le pivot peut-être style potentiel lui aussi, qui va du côté des Nets. Claxton, joueur à suivre. Un Casey Okpala du côté de Phoenix, encore un 3&D. Un shooter, par exemple, en la personne de Carson Edwards, qui atterrit aux Sixers. Bruno Fernando, c'est un pivot, pardon. Il y a une petite erreur sur le script là. C'est pas G, hein, c'est C, c'est un center, hein, Bruno Fernando. Peut être intéressant en backup, hein, qui sait, en tout cas voilà. On peut aussi mentionner au hasard un petit Daniel Gafford qui peut s'avérer aussi une bonne pioche en backup de Wendell Carter Jr. du côté des Bulls. Le Admiral Schofield, il a fait l'objet d'un trade en fait. Philadelphie l'a chopé et lui a associé Simmons pour l'envoyer du côté de Washington. En fait, du côté de Philadelphie, manifestement, on ne voulait pas trop drafter de joueurs. On voulait décaisser. Il y a des petites idées peut-être derrière la tête. Après, moi, je donne un grand bravo aux Denver Nuggets d'être allé chercher le pick 44 pour essayer le pari totalement fou, bol, parce que à 40 et quelques, moi je l'aurais tenté, mais tous les jours. Et puis on peut aussi se féliciter du fait que les Lakers soient allés chercher ce fameux Taylor Horton Tucker, celui qui a une envergure de pélican, sans jeu de mots, une envergure juste incroyable vu sa taille, un truc incroyable. Ils sont allés le chercher, visiblement il y a eu comme ça un accord financier pour aller chercher un deuxième tour. Vous savez que les franchises ont le droit de donner de l'argent en échange d'un deuxième tour. Voilà, sinon un petit Jalen McDaniels du côté de Charlotte. Bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Jalen Hans, il faut le mentionner. Jalen Hans à Brooklyn. Moi, ça, je regarderai de près également. Et Jordan Bone, voilà, un petit gars comme ça. Est-ce que ça nous surprendra que les Kings soient allés chercher un, un Marinkovic? Pas vraiment, hein. Après, on peut se dire, voilà, qui sort plutôt vainqueur de cette draft et qui sort plutôt décevant, quoi. Hein.
Honnêtement, ça peut aller très vite. Les Pelicans, déjà, ils sont forcément ultra vainqueurs à partir du moment où ils ont déjà pris Zion. Mais en plus, ils ont tenté des choses, ok. Donc, Pelicans, gros gagnant. Memphis Grizzlies, bah, j'ai envie de dire gros gagnant aussi, fatalement. Quand déjà tu chopes le pick 2, alors que t'étais pas du tout prévu pour ça, hein, que normalement le choix était protégé et il allait à Boston s'il sortait du top 6. Donc, déjà tu chopes Morant et en plus, ils ont eu la bonne idée d'aller comme ça récupérer en 21 un Brandon Clark. Donc c'est énorme. Donc gros vainqueur les Grizzlies. Également, les New York Knicks, franchement avec R.J. Barrett, on peut pas dire autre chose que bravo et on a envie de voir maintenant. Plus la free agency qu'on va évaluer hein, du côté de New York aussi. Les Hawks, gros vainqueurs. Ils se retrouvent avec DeAndre Hunter et Cam Reddish, qui sont deux postes 3 sur lesquels il y a des espoirs incroyables. Donc j'ai envie de dire quasiment, s'il y en a un qui réussit et l'autre pas, ils auront gagné leur truc. En fait. Donc phénoménal draft pour les Hawks à mon sens. Les Cavs, il faudra regarder parce que honnêtement, on voit un petit peu la compatibilité, le développement de tout ça. Mais a priori, Garland est un gros talent. Après, les Timberwolves, bah, ils font une bonne affaire. Ils lâchent un joueur très intéressant, certes, Saric, mais il n'aurait jamais eu Culver s'il n'était pas descendu, entre guillemets, enfin monté dans la draft pour choisir en 6 comme ça. Déjà, c'est une super affaire. Donc, moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Après, par contre, les Bulls, je sais pas s'il faut se féliciter de leur choix, très honnêtement. Est-ce qu'il faut se féliciter? Bof. Est-ce que les Wizards sont à féliciter? Là encore, bof. Akimura, vraiment falloir qu'il fasse mentir tout le monde. Est-ce que les Suns peuvent être à féliciter? Il me semble pas. Il me semble pas. Ils avaient un choix 6. Euh, ils évacuent comme ça, ils évacuent TJ Warren. Et pour aller chercher après par ricochet, euh, donc ils récupèrent Saric, donc voilà, ils ont viré TJ Warren et puis ils récupèrent Cameron Johnson et récupèrent en 24 Ty Jerome. Bon, est-ce que c'est vraiment une grosse draft? Honnêtement, bof quoi. On peut se dire qu'au minimum on attend. Du côté Hornets, Heat, faut attendre. Boston, je trouve. Boston fait quelque chose de bien avec Romeo Langford et presque, je l'allais dire, surtout avec Grant Williams. Voilà, Boston, c'est vraiment une super draft. Après, moi, je pense que les Spurs s'en sortent pas mal du tout avec Samanic et Keldon Johnson. C'est vraiment pas mal du tout. Les Clippers, qui n'avaient pas de possibilité de choix, se retrouvent finalement avec ce Kabengele qui peut être plus qu'intéressant. Et Portland réalise probablement un des plus jolis styles possibles avec Nasir Little. Donc à confirmer tout ça, bien évidemment. À confirmer. Hein. Et du côté du deuxième tour, c'est vrai qu'on peut quand même se dire que Bol Bol méritera méritera le détour, quoi. Hein. Donc les Nuggets à suivre là encore parce que il y a vraiment quelque chose à surveiller. C'est ce phénomène. Va-t-il tenir physiquement? Auquel cas, ce serait formidable. Voilà, donc ben, on a fait un petit peu le tour. Je vous dis à très bientôt pour des suites de petits commentaires comme ça d'actualité, ceci, cela. Et puis la suite de nos parties également où on va devoir adapter un peu des choses. Notamment, je pense à celles avec les Grizzlies et les Sixers où on va devoir remettre un petit peu tout ça en place. Ça va être du boulot. Allez, bye bye.